Oui, cette fois, c'est définitif, bien entendu, parce que quand on démissionne, il faut qu'au niveau national, la démission soit aussi acceptée. Et j'ai représenté ma démission en même temps en communiquant, en rendant public cette décision, ce qui inéluctablement devrait être entériné. Et voilà, effectivement, j'ai présenté ma démission au parti pour des raisons qui sont purement personnelles. Justement, voilà, vous avez invoqué donc ces raisons personnelles parce que vous avez annoncé publiquement votre démission, c'était sur Facebook il y a 3 jours. Mais est-ce que le fait, par exemple, que vous n'ayez pas reçu d'investiture du MoDem lors des élections législatives anticipées, que vous soyez arrivé 5e dans la 2e circonscription avec 1,65% des voix en tant que candidat sans étiquette, cela n'a pas contribué à cette décision? Non, pas du tout, parce que ça fait déjà presque une année que l'idée est mijotée dans la tête. Et euh, comme j'ai dit, c'est pour des raisons personnelles que j'ai une vie quand même personnelle que je vais pas évoquer ici, mais je reste quand même adhérent au MoDem et membre du conseil territorial du parti, mais aussi en tant qu'ancien président du MoDem Mayotte, j'ai aujourd'hui le titre de membre d'honneur. Et c'est à ce titre de membre d'honneur que j'interviens ici, même si mes propos relèvent d'un cadre purement personnel et privé. Avant de venir justement à votre... Aujourd'hui, voilà, vous êtes adhérent, mais aussi membre d'honneur. On va quand même revenir, ça fait 15 ans quand même que vous aviez les commandes donc, de ce parti au niveau local. Vous dressez quel bilan? Alors, le bilan que je dresse, c'est d'abord, j'ai un sentiment de fierté et de devoir accompli parce que tout jeune, j'ai eu l'occasion de rencontrer François Bayrou 2 fois aux côtés de Marcel Henry, ou plus de 2 fois même, aux côtés de Marcel Henry, et du regretté Abdoulatif Ali, lesquels je rends hommage. C'est de leurs mains que j'ai reçu ce parti. Et donc j'avais un devoir moral de faire en sorte que le MoDem continue à exister à Mayotte parce que au-delà de l'étiquette politique, il y a un homme qui s'appelle François Bayrou qui a été au plus près des préoccupations des Mahorais. Ça a pignon sur rue, tout le monde le connaît. Et il fallait pas perdre cette personne, il fallait le garder sur le territoire. Et donc pendant 15 ans, j'ai été au devant de la scène. Il faut savoir qu'en 2007, Bayrou avait eu 18% aux élections présidentielles. Et en 2012, le chiffre a été divisé par 2. Il n'en avait récolté que 9%. Et le parti avait vécu un long moment de léthargie, de sommeil, si bien que quand on se revendiquait du MoDem à l'époque, on était devenu comme une risée. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a eu un sursaut? Scène politique. Et donc moi, j'ai vécu cette période de léthargie, cette période difficile du MoDem. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir pu inscrire le parti au niveau de l'échiquier politique local. Nous sommes ça passe par quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez réussi peut-être à insuffler? On a pu insuffler le fait que, déjà sur le plan historique, garder une personne qui nous est favorable sur le territoire. Et puis après, c'est aussi, quand je parle de l'histoire, parce que le MoDem, en tant que parti centriste, c'est le centre qui a fait que Mayotte est resté avec la France, et c'est le centre qui nous a beaucoup accompagnés sur l'accession à notre département. Donc on ne peut pas avancer si on ne s'appuie pas sur notre propre histoire. Et donc c'est déjà un grand acquis. Et que dans le parti du MoDem, vous avez beaucoup des enfants de Soroda, comme il y a une fille de Noussa Benali, Anissa de Mzamboro, il y a par exemple Emmanuel Giraud, il y a
Zamzam Zouber, de Tingoni, qui sont dans ce parti-là parce que c'est notre histoire. Et au-delà de l'histoire, nous avons pu insuffler une autre vision de la politique à Mayotte. Nous ne sommes pas des barragistes, même si on n'est pas contre. Et vous avez quand même appelé à faire barrage lors des élections contre le RN. Des barragistes, c'est-à-dire barrer la route, couper les arbres pour barrer la route, parce que nous avons choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus noble en politique. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de barrer une route une fois pour qu'on devienne... Là, vous faites référence à qui? Pour qu'on devienne... on est considéré comme aimant plus le territoire. Mais vous faites référence à qui, là, monsieur Daniel Martial Henry? Je fais référence à ceux que vous connaissez bien. Nous avons choisi la voie la plus noble de nous inscrire dans une idéologie pragmatique, progressiste et humaniste. Nous avons une idéologie, nous avons une vision de la politique. Aujourd'hui, quand on regarde, dans l'occurrence, à Mayotte, le temps, on dirait qu'il donne plutôt raison au Rassemblement national. Les dernières élections le montraient, aussi bien que les présidentielles que les dernières élections. C'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Donc, jusqu'à là, c'est le cas parce que malheureusement, le territoire s'est engouffré dans le populisme. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas de résultat. Par exemple, les députés... en place peuvent être aussi piquants ou piquantes qu'elles le veulent, mais il n'y a pas de résultat. Parce que justement, nous, au MODEM, on pense que les problèmes de Mayotte doivent se penser sur le territoire et les solutions doivent venir du territoire. Et nous ne nous inscrivons pas dans cette idéologie attentiste qui tend à considérer que tout doit venir de Paris. Et c'est ça la valeur ajoutée que nous apportons dans la politique actuelle à Mayotte. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est difficile d'être écouté, d'être entendu, mais... Mais justement, qu'est-ce qui est difficile? Parce que le MODEM, voilà, c'est un parti proche quand même de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui a fait que peut-être vous n'avez pas réussi justement à plus vous imposer sur le plan national pour faire avancer peut-être les dossiers du territoire? Oui, parce que Mayotte est confrontée à beaucoup de difficultés. Hein, et toutes ces difficultés ne permettent pas souvent à la population de prendre un certain recul pour pouvoir mieux penser les problèmes. Et donc, le populisme, justement, a gagné du terrain. On se souvient, par exemple, en 2012, avec l'avènement de l'élection d'un député sous la bannière de la vie chère. Il suffit seulement de dire que les ailes de poulet, le prix des ailes de poulet va baisser pour être élu. C'était ça un programme. Parce que la population est dans une situation de complication et donc on est plus attentif à la démagogie. C'est surtout qu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis maintenant 7 ans et peut-être voilà, la population ne voit pas les changements et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce virage. Oui, justement, c'est que nous, on est en train de proposer, c'est que la solution à nos maux, à nos problèmes, doit d'abord venir de nous, les Mahorais, parce que on dit que Emmanuel Macron ne fait rien sur Mayotte, mais qu'est-ce que nous, à Mayotte, on veut réellement sur le plan, par exemple, économique, par exemple, sur le plan social, par exemple. On est juste là en train de revendiquer, mais nous ne proposons pas des solutions qui soient endogènes. Je rappelle que quand on accédait au statut de département en 2011, il y a eu en amont un texte qui s'appelait Pacte pour la départementalisation, qui inscrivait le territoire dans une dynamique endogène, c'est-à-dire que il fallait penser à mobiliser les ressources locales pour pouvoir asseoir notre propre développement. C'est le pacte qui a été défini. Avant d'aller revendiquer auprès du président de la République, il faut que nous ayons, il faut que nous ayons défini nos propres
cahier de charge, il faut que nous là, en ayons l'occurrence, défini. il y a le projet loi Mayotte qui a été, enfin, les élus avaient proposé, voilà, avaient soumis quand même des Et idées. là, vous avez remarqué comment la loi Mayotte est devenue tout un cafouillis. Bon, là, en l'occurrence, il y a eu une petite suspension par rapport à la dissolution, mais c'est censé quand même repartir. Parce que justement, on est toujours en train de penser que ça doit être les gens qui sont à Paris qui définissent notre politique de développement ici. C'est nous-mêmes. Et justement, à ce niveau-là, le MODEM a des axes de développement que nous privilégions. Nous avons toujours pensé que d'inscrire Mayotte dans une trajectoire de développement qui s'appuie sur le développement endogène, tel que ça a été défini dans le pacte. Et le développement que nous Mais si vous pouviez proposons, citer, allez, on va prendre 2 exemples parce que le temps il alors, file. 2 exemples. Nous parlons d'un système de développement basé sur ce qu'on appelle l'industrialisation par substitution. C'est-à-dire que tout ce que nous importons, par exemple les ailes de poulet ou les mobiliers par exemple, qui nécessitent des formations de courte durée avec peu de moyens, que nous mobilisons pour former notre jeunesse rapidement sur ces secteurs-là et qu'on s'inscrit dans ces secteurs, dans ces canaux de développement. C'est ce que nous privilégions. Par exemple, mais pour former, il faudrait déjà qu'il y ait les formations locales. Mais pour former, il faut des formations locales. Mais pour former, il faut d'abord penser que nous pouvons nous développer par nos propres ressources. Notamment notre propre matière grise. C'est d'abord ça, c'est cette création de valeur ajoutée que nous sommes en train de revendiquer sur les territoires. C'est nous inscrire d'abord, nous, en tant qu'individus ou de façon collective, comme vecteurs de notre propre développement. Si nous arrivons à intégrer ça dans notre conception de la notion du développement, et tout le reste sera sous-jacent. Tout le reste viendra. Mais on ne peut pas continuer à penser que c'est quelqu'un qui est à Paris qui doit venir penser notre développement. C'est ce que nous essayons de convaincre la population à chaque fois. Jusqu'à là, on commence à être mais ça, c'est aussi les élus. Ils ont leurs idées. Ils veulent mettre en place tel projet ou que telle loi soit appliquée. Mais ça ne peut pas se faire que par eux. Forcément, ça passe par des lois, ça doit passer par l'Assemblée, le Sénat. On peut prendre toutes les lois qu'on veut, mais si nous, à Mayotte, on n'accepte pas que notre salut, nous le devons d'abord à nous-mêmes, on ne s'en sortira pas. Par exemple, le statut de département que nous avons actuellement est un cadre assez large qui nous donne beaucoup de liberté pour pouvoir agir et développer le territoire. C'est passé en force outre le gouvernement ou Ce n'est pas passé en force outre le gouvernement, mais il faut être à l'air du temps. Même au niveau national, en tout cas c'est l'idéologie du MODEM dans tous les temps, c'est que la France c'est une sommation de ses régions. Chaque région doit être en capacité de se développer. Et c'est ces développements régionaux qui constituent le développement national. Pour se développer, il faut de l'argent et on le trouve où? C'est pas faux. Vous savez qu'à Mayotte, tous les ans, la France déverse 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros déversés tous les ans. Le Conseil général gère 400 millions d'euros. Toutes les communes, le budget de toutes les communes combinées, c'est 250 millions d'euros. Quand on ajoute, par exemple, les services déconcentrés de l'État, nous avons suffisamment de moyens financiers pour pouvoir développer le territoire. Malheureusement, nous continuons toujours à penser que notre salut viendra de l'extérieur. Ce que j'ai dit, ce n'est pas de l'autonomie ni de l'indépendance. Loin s'en faut. Mais c'est juste qu'on s'inscrit à l'ère des temps parce que à l'île de la Réunion, aussi bien qu'en Martinique ou en Guyane, les gens cherchent la voie de leur développement. À La Réunion, on parle de définition des modèles de développement réunionnais. Et c'est ça ce que nous prenons à Mayotte. Mais quand la démagogie, d'accord, atteindra ses limites, c'est là où commencera la volonté de vouloir
Les Maoris, en le l'occurrence, ils territoire. veulent quand même développer leur territoire. Je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas, mais la démagogie a tellement d'emprise sur le territoire que tout le monde pense que c'est en dormant qu'on peut dormir et que la France va faire tout ce qu'on veut à Mayotte. En l'occurrence, la population ne dort pas quand elle descend dans la rue pour manifester contre la vie chère ou contre l'insécurité. Elle est quand même active. Parce que vous avez parlé de vie chère. Les solutions, ce n'est pas une limitation des prix. On est dans un système libéral, mais la solution, c'est de développer les filières de production au niveau local. Et ça, on n'en parle pas. C'est ce que j'ai... Parce que nous, on s'inscrit dans ce changement de valeur. Que la valeur pour nous, c'est la formation des jeunes, c'est le travail au niveau local dans des secteurs clés. Et si nous nous accordons à cette idée-là, eh bien, parce que moi j'ai toujours pensé que Mayotte, nous sommes assis sur une mine d'or. Et qu'il suffit tout simplement de regarder ce que nous avons comme potentiel pour pouvoir réaliser qu'on peut développer ce territoire aux côtés de l'État, bien entendu. Et c'est ça ce que le MODEM apporte comme valeur dans l'échiquier politique local. Alors, vous n'êtes donc plus le président du parti MODEM Mayotte, mais vous ne quittez pas la politique pour autant. Vous allez continuer donc à œuvrer en tant qu'adhérent et membre d'honneur. Les élections, elles seront organisées dans 3 mois pour choisir le futur président du MODEM. Vous avez déclaré dans notre émission Si à ça que vous avez déjà identifié un potentiel successeur. Vous n'avez pas donné plus de détails, mais il s'agit d'un jeune homme. Il se trouve qu'au niveau du MODEM, aujourd'hui, il y a 50 adhérents, mais nous jouissons d'un capital sympathie assez élargi. Ces 50 adhérents, c'est tous des talents. Il y a beaucoup de talents au sein du MODEM, mais si vous me permettez, parce que, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, j'ai identifié dans le groupe un jeune homme, voilà, qui correspond au cadre moral et qui a toutes les dimensions, que ce soit intellectuelle, c'est militant de base qui peut vraiment redonner des énergies nouvelles au parti. Et vous ne donnerez pas son nom? Je ne peux pas donner son nom, je l'ai déjà communiqué aux autres et en espérant qu'ils vont suivre, bien entendu, ils ne sont pas obligés de me suivre, mais en espérant qu'ils vont suivre, bien entendu, mes recommandations. Parce que je pense que c'est une chance, cette démission aussi, c'est aussi une chance que je voudrais donner à cette jeunesse, à ceux qui m'ont suivi pendant toutes ces années, aussi de briller et en réalité, je ne peux que espérer un nouveau élan pour le parti. Et dernière question, vous avez des ambitions politiques, je pense notamment municipales de 2026 Alors, mes ambitions sont plus au niveau législatif. Et je me prépare à ce niveau-là. J'ai déjà été conseiller municipal. Je pense que chaque chose a son temps. Mais je m'inscris plus dans une ambition législative. Voilà. D'accord.